par l'amour d'un sport, quel qu'il soit, d'un sport magnifique ici, le football, et la passion qu'il génère, qui, comme toute passion, peut parfois brouiller la raison. Alors de quoi parlons-nous? L'affaire des quotas discriminatoires de la Fédération française de football, c'était l'histoire d'un projet occulte, mais bien réel, qui a été imaginé au sein de la plus grande, la plus puissante, la plus riche fédération sportive du pays, c'est la Fédération française de football. Pour qu'on se remette en mémoire de quoi il s'est agi précisément, tout est parti d'une réunion officielle de la Direction technique nationale, la DTN, c'est le vaisseau amiral de la Fédération française de football, la plus grande direction de la FFF, une réunion qui s'est tenue le 8 novembre 2010. Et l'objectif de cette réunion, c'était de trouver les moyens discrets, j'ai envie d'ajouter forcément discrets, de limiter le nombre de joueurs français de type africain et nord-africain. Et on parle là, il faut bien prendre conscience de ce dont on parle, d'enfants de 12 ans qui étaient susceptibles d'être sélectionnés dans des centres de formation de la Fédération française de football. Cette réunion, nous avons pu en avoir connaissance dans le moindre détail puisqu'elle a été enregistrée. Elle a été enregistrée par ce qu'on peut appeler un lanceur d'alerte parce que depuis plusieurs mois, il était témoin d'une dérive discriminatoire au sein de cette fédération. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans cette réunion qui était, un, parfaitement officielle, deux, au sein de la plus importante direction, de la plus importante des fédérations françaises de sportives. Je dis ça parce que quand nous avons fait ces révélations, on a entendu parler, mais c'est du café du commerce, les gens ont bien le droit de penser ce qu'ils veulent entre eux, etc. Non, c'est une réunion officielle comme il y en a ici à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qu'on a découvert? On a découvert que dans cette réunion, il y avait une sorte de trio moteur dans une discussion et dans ce que nous allons qualifier d'affaire des quotas, qui est incarné par trois personnes, ce trio, évidemment. Le premier étant le patron de la direction technique nationale de la Fédération française de football, François Blacquart, qui lance une discussion sur le recrutement des enfants dans les centres de formation et de ce qu'il appelle, je cite, l'approche de population. De population, le sous-jacent de tout ça, c'est que peut-être que dans les centres de formation français, de football, pour tout un tas de raisons, il y a une surreprésentation d'un certain type, et on va parler de type ethnique, et une sous-représentation d'autres, avec des discussions dont je vous parlerai, y compris sur les capacités physiques et intellectuelles qu'on pourrait appliquer à telle ou telle race. La deuxième personne de ce trio, c'est Éric Monbaert, qui est le sélectionneur. À l'époque, il était le sélectionneur des espoirs de l'équipe de France de football et qui dit, je cite, de point ouvrez les guillemets, dans cette réunion du 8 novembre 2010, « faut qu'on limite l'entrée du nombre de gamins qui peuvent changer de nationalité. Oui, non ?» pose-t-il la question. Enfin, auquel cas, on est obligé de le faire sous le coude. Donc le caractère occulte dont je parlais est formulé par l'un des acteurs de cette réunion. Le troisième membre de ce trio, c'est une personnalité très connue, sélectionneur de l'équipe de France à l'époque, qui s'appelle Laurent Blanc. Laurent Blanc, à cette proposition, répond « Moi, j'y suis tout à fait favorable. Sincèrement, ça me dérange beaucoup. Ce qui se passe dans le football actuellement, ça me dérange beaucoup. À mon avis, il faut essayer de l'éradiquer. Et, croit-il devoir préciser, cela n'a aucune connotation raciste ou quoi que ce soit. » Laurent Blanc, je termine la citation, enfin je clôt la citation, c'est moi qui parle, se plaint que des joueurs formés en France, mais non retenus dans des formations françaises nationales de football, partent jouer dans des équipes, il précise, nord-africaines et africaines. Il ne parle pas de la Suède ou de je sais quel autre pays, on parle bien d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, et il propose d'en limiter le nombre. Limiter est un mot qui est utilisé par Laurent Blanc. Nous parlons encore une fois d'enfants de 12 ans français. Alors la discussion se poursuit. Éric Monbaert, dont j'ai parlé, propose un chiffre, un quota de 30%. Monsieur Blacquart, dont j'ai parlé, dit qu'il veut moins de 30%, mais précise-t-il, citation de point ouvrir les guillemets, pas officiellement, évidemment. Et là, pendant la discussion, un homme se lève et qui décide de s'opposer publiquement au projet terrible qui est en train de se dessiner. Il s'appelle Francis Smerecki, il n'est plus là aujourd'hui pour témoigner. Il est décédé il y a quelques années et il lâche le mot « c'est discriminatoire ». Ce qui est en train de se passer, le projet dont nous parlons, est discriminatoire. À l'initiative de Laurent Blanc, la discussion va se poursuivre et même, si j'ose le terme, dériver sur ce que je vous disais tout à l'heure, des critères raciaux que l'on pourrait appliquer à des capacités physiques et intellectuelles. Ainsi, les Noirs seraient, je cite Laurent Blanc, « grands, costauds, puissants ».
On doit comprendre que les Blancs seraient plus habiles et plus malins balle au pied. Laurent Blanc, toujours lui, s'étonne de la surreprésentation, d'ailleurs, du nombre de joueurs de type africain, excusez-moi de l'expression de type africain, en France. 2 points, ouvrez les guillemets. Dit-il, les Espagnols, ils disent, nous, on n'a pas de problème, des Blacks, on n'en a pas. Phrase, citation de Laurent Blanc. Éric Montbert renchérit, le jeu, c'est l'intelligence, donc c'est d'autres types de joueurs. Tout est lié. Nous sommes au cœur de la Fédération française de football avec les gens qui décident de la politique sportive et avec elle sociale, d'intégration ou non, de ce qui est l'un des plus puissants miroirs de la société française. Et M. Blacquart, le DTN, ajoute, ça n'était donc pas qu'un projet, qu'une consigne avait déjà été donnée en ce sens au directeur de l'Institut national du football, qui est à Clairefontaine, un homme qui s'appelle Gérard Prêcheur. Et je dois vous préciser que 10 ans après nos révélations, Gérard Prêcheur, qui n'avait pas voulu témoigner publiquement à l'époque du scandale, a parlé à Mediapart dans une vidéo. Il confirmera que des consignes lui avaient été données. Et je le cite, on lui avait demandé de, ouvrez les guillemets, prendre au moins 50% de vrais Français parmi des enfants qui tous étaient français. Et il a ajouté, on a compris qu'il fallait se baser sur la couleur de peau. Puisque comment devine-t-on un éventuel binational qui est français, si ce n'est sur sa couleur de peau, la consonance de son nom, éventuellement sa religion. Dans le cadre de cette enquête, un ancien directeur du même Institut national du football, qui est situé à Clairefontaine, qui s'appelle André Mérel, a confirmé que pendant la période, il avait senti, je le cite, à la DTN, des relents racistes. Le terme raciste est le sien, un terme que nous n'avons jamais utilisé dans nos colonnes. On a préféré parler de quotas discriminatoires. Concrètement, pour qu'on se figure ce dont on parle, voilà ce qui se serait passé si des lanceurs d'alerte, des sources dont la loi nous autorise à protéger le secret, ne nous avaient pas alertés pour mettre fin à ce qui était en train de se préparer. Qu'est-ce qui se serait passé? Eh bien, 2 enfants de 12 ans qui rêvent de devenir footballeurs, qui ont les mêmes qualités, qui sont tous les 2 français, et n'auront pas les mêmes chances d'intégrer un centre de formation. Tout cela au nom d'une hypothétique double allégeance. On va considérer que celui dont on imagine qu'il a un ascendant né à l'étranger, donc ce que je vous disais, par la couleur de peau, par la religion qu'il pratique, par la consonance de son nom, comme un potentiel traître au maillot. Le privilège des Français en politique, ça porte un nom, c'est la préférence nationale, appliquée là à une politique sportive. Quelles ont été les réactions de Laurent Blanc, puisque comme son nom est évoqué, vous imaginez le sélectionneur de l'équipe de France pris dans la tourmente d'une telle histoire, ce que ça peut provoquer médiatiquement. Comme la loi nous l'impose, nous avons, par respect de ce qui s'appelle dans la loi de 1881 le respect du contradictoire, tenté de joindre évidemment Laurent Blanc avant la publication de notre enquête pour qu'il commente, qu'il réagisse. Il n'avait pas souhaité réagir, mais le soir de la publication, il m'a appelé et au téléphone, il m'a dit qu'il n'avait pas participé à cette réunion. Je vous raconte tout ça parce que sur la fabrique de l'information et les conséquences que ça peut avoir au sein d'une fédération, ça n'est pas sans intérêt de mon point de vue. Je lui dis qu'il existe une photo de sa présence à cette réunion et qu'elle est même sur le site de la Fédération française de football. Donc, il y a eu besoin d'une grande investigation là-dessus. Il m'a répondu « Ah bon ?» mais il a dit ensuite que les propos qu'on lui prête, il ne les a jamais tenus. Et nous lui avons dit que nous détenons la preuve que ces propos ont été tenus. Et il m'a répondu, ouvrez les guillemets, « Ah, si vous avez la preuve, je suis prêt à discuter. » Très bien, j'adore discuter, c'est même le sel de mon travail. Cette discussion n'aura finalement jamais lieu. Pire que ça, le lendemain de ce coup de téléphone, il tient une conférence de presse, dans mon souvenir, c'était à Bordeaux, durant laquelle il affirme, 2 points, ouvrez les guillemets, « Tout est faux. Je n'ai jamais entendu parler de quotas. Pour moi, il n'y a pas de projet de quotas et c'est un mensonge de dire que le sélectionneur y a participé. Le sélectionneur, c'est lui, il parle comme Alain Delon à la 3e personne. Et j'ajoute, moi, sans craindre l'audace, Laurent Blanc va dire aussi, 2 points, ouvrez les guillemets encore une fois, si certains ont cautionné un projet avec des quotas, il faut les punir. Le lendemain de cette déclaration, Mediapart décidait de publier le verbatim intégral au mot près de ce qui s'est dit pendant la fameuse réunion du 8 novembre 2010. Et Laurent Blanc finira
par s'excuser quelques jours plus tard, aux 20h de TF1, de propos qu'il démentait avoir tenus quelques jours auparavant. Ça pose la question de qu'est-ce qui s'est passé au sein de la Fédération française de football, et sur les conséquences et sur l'après, Mickaël vous en dira bien plus que moi. Donc j'arrive à la fin de mon exposé préliminaire. Une commission de la FFF a été créée pour investiguer sur les faits. Elle était présidée par le député Patrick Braouzek et le magistrat Laurent Davnas. Et elle est venue intégralement confirmer ce que nous avions raconté dans le journal. Les deux auteurs écrivent même dans leur rapport, je cite encore une fois, ouvrez les guillemets, « La portée des propos du 8 novembre 2010 pourrait être telle que des enfants de 12 ans français se verraient refuser l'entrée aux pôles de formation nationaux sur un double critère de discrimination, entre parenthèses, origine et apparence physique. » Et les auteurs préconisaient encore, ouvrez les guillemets, d'abandonner toute réflexion sur la nationalité sportive, qui est un faux débat, disait-il, pouvant rapidement engendrer des pratiques discriminatoires moralement inacceptables, pénalement répréhensibles et médiatiquement catastrophiques. Mickaël vous dira quelles ont été les conséquences de ce constat pourtant accablant. J'en terminerai pour ma part avec les mots d'un historien dans une tribune qu'il a confiée à l'époque de la polémique, du scandale, de l'affaire, appelons ça comme vous voulez, à Mediapart. Opposer le physique, entre guillemets, aux techniques, entre guillemets, et racialiser l'un et l'autre est une absurdité sportive, est une faute morale. Cet historien a été ministre de l'Éducation jusqu'à peu. Il s'agit de Pape Ndiaye. Je vous remercie. En disant que c'est un très méchant, mais de voir comment réagit autour de ça une institution. Et quand on a révélé ces faits, d'abord, il y a eu la stupéfaction. Mais on a une ministre des Sports à l'époque, Chantal Joanneau, qui tout de suite prend la portée, la mesure des choses que nous révélons, qui dit « c'est absolument incroyable », et qui dit que si c'est avéré, il y aura des sanctions pour le directeur technique national, et même qui menace de couper les financements de la fédération. C'est-à-dire qu'on a une ministre des Sports qui prend ses responsabilités, et qui dit, vu la gravité des faits évoqués, il va falloir sanctionner, et sanctionner très fort. L'affaire, comme l'a rappelé Fabrice Affi, a duré donc quelques semaines, même pas 2-3 semaines de mémoire, et finit par des excuses. Donc les faits sont avérés, ils sont même reconnus, il y a des excuses publiques, mais qu'est-ce qu'il se passera précisément? Rien du tout, puisque le directeur technique national, François Blacquart, recevra un avertissement, et que Laurent Blanc sera confirmé à son poste. Donc comment est-ce possible qu'un projet qui a été reconnu, comme l'a expliqué Fabrice Arfi, comme discriminatoire, comme pénalement répréhensible, comme déontologiquement inadmissible, puisse avoir aussi peu de conséquences? Le seul pour qui ça a eu des conséquences, c'est celui qui avait enregistré la réunion. Il s'appelle Mohamed Belkacemi. C'était un homme courageux qui avait d'abord, avant de s'adresser, avant de s'offusquer, avait entendu des propos, était choqué, et donc avait enregistré cette conversation, et quand il a eu la preuve de ce climat dans lequel il vivait, a choisi de transmettre à la Fédération française de football l'enregistrement. C'est pas lui qui s'est adressé à la presse pour s'offusquer de ce qui se passait dans sa fédération. Il a dit, en fait, c'est très grave, peut-être que le président de la Fédération française de football et les gens qui l'entourent ne le savent pas, l'ignorent, puisque le président lui-même n'était pas là. Donc il a confié cette bande à l'adjoint du président de la Fédération. Mais il ne s'est rien passé derrière. Il ne s'est rien passé au sein de la fédération, ça n'a choqué personne. Mohamed Belkacemi, même s'il n'a pas été le lien direct avec les médias, on pourrait, Fabrice a employé l'expression, le qualifier de lanceur d'alerte. C'est celui qui, au sein de la fédération, alors que beaucoup de gens avaient connaissance de ce projet, a osé dire « attention, il y a un problème, il faut réagir ». Et bien c'est le seul qui a eu des conséquences de cette histoire. Aujourd'hui, il est au chômage, il n'a plus d'emploi, la fédération refuse de le réemployer, et donc c'est le seul, au final, qui a eu à subir cette histoire de quotas, qu'à l'époque, toute la France, y compris ses principaux responsables, avait jugé discriminatoire. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 2 semaines pour qu'au début on dise si c'est vrai, c'est inadmissible, et qu'à la fin on dise oui c'est vrai, c'est admissible, puisque c'est ce qui se passe quand il n'y a pas de sanction, c'est que c'est admissible. En fait, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été révélées au fil des années, et notamment par la même Chantal Joanneau, par exemple, qui a expliqué les pressions politiques qu'elle avait eues du président de la République de l'époque, Nicolas Sarkozy, et du Premier ministre François Fillon, qui lui ont dit « Qu'est-ce que tu fais? De quoi tu te mêles ?» Elle l'a raconté dans des interviews que vous pourrez retrouver. Et puis, il y a quelque chose qui est plus irrationnel et qui est difficile à développer parce que c'est peut-être plus philosophique, qui est le monde du sport. On ne touche pas aux sportifs.
Nous, on voulait avoir un débat de société sur la discrimination. En fait, pendant 2 semaines, on a eu un seul débat de société. Laurent Blanc est-il raciste? Question que nous, on n'a jamais posée et qui ne se pose pas. On ne peut pas qualifier quelqu'un de raciste. Personne ne se dit raciste. Même à l'extrême droite, vous ne trouverez jamais personne qui se dit ou qui se revendiquera raciste. Ça n'existe pas. Comme personne ne se revendique antisémite. En revanche, journalistiquement, ce qu'on peut faire, c'est documenter des préjugés, des faits, des politiques qui sont mises en œuvre et qui en viennent à discriminer. Or, il a fallu dire, Laurent Blanc, mais non, il jouait avec des joueurs noirs, c'est bien la preuve qu'il n'est pas raciste. Comment voulez-vous qu'il soit raciste? C'est un bon gars, regardez le DTN, il a même œuvré pour des associations d'aide aux immigrés, etc., etc. Donc c'est égaré dans des faux débats, on a noyé le vrai débat, ce qui fait qu'on n'a pas apporté de réponse à ça, en dépit des rapports officiels qui ont été faits. Il y a un rapport d'inspection qui a été demandé par la ministre Chantal Joanneau à l'époque, il devait être rendu public, il n'a jamais été rendu public, 12 ans plus tard, personne n'a ce rapport entre les mains. Et donc, en fait, on a étouffé. Pourquoi? Parce que le sport surpasse tout. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez aussi entendu dans les autres auditions que vous avez pu mener, mais nous, c'est quelque chose qu'on a rencontré aussi au moment des Football Leagues que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire sans prendre que ce soit Laurent Blanc, Cristiano Ronaldo, Messi ou n'importe quelle star du ballon rond. On a beau être des fans du ballon rond, à un moment, quand on met des faits en face, que ce soit de l'évasion fiscale, que ce soit de la discrimination, que ce soit de la violence, bon, bah, on les a beaucoup aimés, mais il faut bien traiter ces affaires comme elles sont. Mais non, en fait, de par la réaction réelle ou anticipée de l'opinion publique, comme on dit, qui adore et qui pardonne tout à ces stars, eh ben, on ne va pas les traiter réellement. Et donc, on va pardonner en disant que c'est leur entourage, que mais non, ils sont pas racistes, ou mais que non, forcément, c'est leur agent qui a voulu leur planquer de l'argent à l'étranger, ou qu'il y aura toujours une bonne excuse qui fait que finalement, on n'arrive jamais. Les conséquences sont quasi nulles, même quand il y a condamnation, ce qui a été le cas dans les Football Leagues, puisque par exemple en Espagne, donc, les tribunaux ont condamné pour fraude fiscale certains joueurs, mais le seul qui a fait de la prison dans cette histoire, après avoir révélé la fraude fiscale, l'évasion, avoir révélé du dopage, avoir révélé un nombre de délits incroyables, c'est le lanceur d'alerte, Rui Pinto. Le jugement a été rendu hier, il a fait 1 an de détention provisoire et a été condamné hier à de la prison avec sursis, mais après avoir passé 1 an en prison. Donc je suis désolé de rapprocher 2 faits qui semblent éloignés, celui de Mohamed Belkacemi et celui de Rui Pinto, mais dans les 2 cas, les seuls qui ont eu subir les conséquences des faits terribles qu'il révélait, c'est ceux qui les ont dénoncés, qui ont voulu qu'ils soient connus. Donc forcément, ça interroge sur le type de pression et sur l'absence des conséquences. Et malheureusement, on n'est pas pour la répression à tout coup, mais on s'interroge sur le fait que quand les responsabilités ne sont pas reconnues et la gravité des faits n'est pas reconnue, ça conduit à reproduire les choses. Et c'est ce qui s'est passé depuis 12 ans. On s'éloigne un tout petit peu de la fédération, et je m'en excuse, mais on reste dans le monde du football, et je pense que c'est intéressant pour vous à comprendre en termes de conséquences. Depuis 2011, donc, on a eu une succession d'histoires discriminatoires dans le football. En fait, à l'époque, on a voulu nous faire croire, c'était un alibi, comme l'avait dit Lilian Thuram, cette histoire de binationalité, c'est-à-dire le fait qu'un joueur, s'il avait un grand-père qui était d'une autre nationalité, pourrait un jour choisir de jouer sous un autre maillot. Mais en fait, c'est une question qui était bidon. D'une part, parce qu'aucun grand joueur français n'a fait le choix de jouer pour une autre sélection par la suite. Il n'y a aucun exemple connu. Et qu'ensuite, même quand il y a un problème, c'est très bien, c'est le rôle d'une fédération de vouloir le résoudre, mais pas par des choses discriminatoires. Par ailleurs, personne ne se pose la question, quand l'éducation nationale forme des gens à devenir ingénieurs ou commerciaux, et qui vont travailler finalement à la City à Londres et faire fortune là-bas et payer leurs impôts là-bas, est-ce qu'ils ont trahi la France? Bon, pourquoi ça se poserait en matière de football? Parce que finalement, un joueur qui a été formé en France jouerait pour une autre sélection. Pourquoi tout d'un coup, ça serait un traître à la patrie? Et donc, ce qu'on a découvert, c'est une multitude d'histoires qu'on a racontées. On va vous épargner le détail, mais la plus connue, et une des plus récentes, était différente à ce sujet. Elle touche un grand club français, le plus grand actuellement, le Paris Saint-Germain, qui a jugé qu'il y avait trop de joueurs noirs dans ses centres de formation. Et là, c'est pareil. On a publié toutes les preuves grâce au Football Leagues. Tout était là. Tout était documenté. Il était écrit noir sur blanc, cette fois, qu'il y avait trop de noirs et qu'il fallait donc refuser. On avait un cas concret d'un jeune joueur noir de 12 ans, exactement la même chose, qui jouait à l'époque en Normandie. Il y avait des recruteurs qui le trouvaient formidable, qui voulaient recruter au Paris Saint-Germain. Et ce que leur dit la direction du club, c'est non, on a déjà trop de noirs dans nos équipes. C'est ça qu'on a toujours eu du mal à faire comprendre. Et on a eu beaucoup de regrets là-dessus, parce qu'en termes de communication, on se dit, mais c'est pas possible, on n'arrive pas à faire comprendre la gravité de cette affaire. C'est-à-dire que quand on expose ces situations, on nous dit, mais arrêtez, il n'y a que des noirs dans le football. Comment vous pourrez nous parler de racisme dans le football? C'est le domaine où il n'y a pas de racisme. Mais en fait, c'est l'inverse.
C'est qu'il y a des gens qui jugent qu'il y a déjà tellement de noirs, qui veulent mettre en place des politiques qui vont permettre d'en limiter le nombre, ou au moins d'introduire quelques blancs, comme ils disent, parmi tous ces noirs. Et ça, c'est quelque chose en fait qu'on a du mal à faire comprendre, puisqu'on nous renvoie toujours, mais regardez, il y a des noirs partout, comment vous pouvez dire qu'il y a du racisme? Des noirs, il y en a peut-être partout, mais comme l'avait dit un autre historien à l'époque des faits, il n'y en a pas dans les instances représentatives. C'est-à-dire que le football est un sport, effectivement, où beaucoup de populations diverses, socialement, d'origine, se mêlent. En revanche, si vous prenez les bureaux de ces fédérations, c'est très hermétique. Et donc, vous avez plutôt des personnes très âgées, qui ont plus que 60, plus que 70 ans, parfois qui approchent les 80, qui règnent, qui sont complètement... qui ne connaissent pas ces problématiques et qui n'y sont pas sensibles. Et donc, cette absence de mixité dans les instances participe certainement d'un manque de compréhension du problème. Au PSG, même chose. Cette fois-ci, on ne pouvait plus nous parler de binationalité, de parler d'un jour partir jouer pour une autre sélection, puisque en club, c'est une entreprise privée, donc le but est seulement d'avoir les meilleurs joueurs. Qu'ils soient noirs ou blancs, a priori, c'est comme dans n'importe quelle entreprise, on va prendre des compétences. Bien non. Là, c'était de nouveau la couleur de peau qui était mise en avant, pour des critères qui étaient même pas définis. Cette fois, il n'y avait pas d'excuse, il n'y avait pas d'alibi, c'était juste qu'il y a trop de noirs. Et pour autant, ça n'a suscité aucune réaction. Dans un premier temps, pareil, tout le monde a dit c'est incroyable, c'est fou. Et puis, une semaine plus tard, que ce soit la maire de Paris, Anne Hidalgo, que ce soit les représentants divers au gouvernement ou ailleurs, il a été admis que finalement, c'était pas si grave et que, on était bien content d'avoir un grand club à Paris et qu'on n'allait pas l'embêter. L'enquête judiciaire, elle a à peine été menée, on l'a documenté dans Mediapart. Comme si ce rayonnement du sport, ce côté on touche pas aux sportifs, on touche pas aux grands clubs, allait jusqu'à la justice. Le parquet a mené une non-enquête, sans perquisition, sans mener, sans entendre les gens mis en cause, etc. Et il a fallu que des associations se constituent partie civile pour qu'aujourd'hui une instruction soit menée et on verra où elle conduit. Mais nous, ce qu'on sait, c'est qu'on a publié tous les documents qui prouvent ce qu'on a dit. On verra bien ce qu'en disent les magistrats. Merci. Possible que vous puissiez manquer d'éléments probants pour recevoir ce signalement. En fait, la question que vous posez, elle est au journalisme applicable à tous les domaines sur lesquels nous sommes susceptibles d'écrire. Donc je peux répondre de manière générale et ce sera parfaitement applicable au cas particulier que vous évoquez. Un journal a un rôle social particulier dans une démocratie. Un journal n'est pas l'auxiliaire d'une administration, d'un État, d'un groupe privé, que ce soit la Constitution française, la magnifique loi de juillet 1881 sur la liberté de la presse, les grands textes internationaux disent que notre métier consiste à rendre les informations vérifiées d'intérêt public à qui elles appartiennent, c'est-à-dire aux citoyens. C'est ce métier étrange que nous faisons, où on est au courant de rien, on apprend des choses, on les vérifie et on les transmet. Bon. Dans le cas d'espèce, quand quelqu'un nous alerte sur une situation, c'est pas parce qu'il y a une alerte que ça fait un article, que ça fait une enquête. C'est pas parce qu'il y a une alerte que nous transmettons à qui que ce soit. Notre travail est de regarder la nature de l'information qui nous est délivrée, si tant est que ce soit une information. C'est une information à partir du moment où nous l'avons vérifiée. Si elle est d'intérêt général, qu'elle ne tangente pas tout un tas de secrets parfaitement légitimes en démocratie. Et le secret, faut-il encore qu'il soit bien défini et bien contrôlé? Et bien sûr, il y a le secret de la vie privée, mais le secret médical et tout un tas d'autres secrets. Et c'est dans cette géographie bizarre que se situe le journalisme et le journaliste qui a pour rôle d'obtenir des informations auprès de gens qui ne sont pas censés les lui donner, voire qui violent un règlement ou la loi pour les lui donner.
c'est pas moi qui le dis pour le bon plaisir de notre travail, c'est ainsi que c'est consolidé par la jurisprudence en droit interne français, la Cour de cassation, et devant la Cour européenne des droits de l'homme. D'où le secret des sources, parce que c'est à nous d'assumer la responsabilité de ce qu'on publie, y compris la responsabilité devant les tribunaux. Hein, les juges sont quand même les premiers déontologues, si j'ose dire, de la bonne pratique du journalisme. Et nous ne sommes pas de ceux qui considérons qu'il devrait y avoir une irresponsabilité, comme ça peut exister par exemple aux États-Unis avec le premier amendement, du journalisme vis-à-vis du juge. Nous avons à répondre évidemment de ce que nous faisons devant les tribunaux, et à Mediapart, nous le faisons régulièrement, je dois dire, et nous gagnons nos procès. Pour répondre à votre question, nous, notre façon d'alerter, c'est de publier. C'est ça notre travail, c'est de publier des informations. On ne peut pas se transformer en auxiliaire d'une quelconque plateforme d'alerte dont il ne s'agit pas du tout de remettre en cause ni la légitimité ni l'utilité. Mais nous, notre travail, si des gens viennent nous voir, nous, et pas la dite plateforme d'alerte ou la justice ou toute autre autorité constituée, en fait, c'est une décision qui leur appartient. Nous ne sommes pas garants de la raison pour laquelle les gens nous parlent. Bien sûr, l'une chose où on passe beaucoup de temps dans notre service avec Mickaël et les 10 personnes qui le composent, c'est de comprendre quel est l'intérêt des gens qui nous parlent. Évidemment, parfois, il y a des gens habités par une idée du bien commun qui viennent nous donner des informations en disant c'est pas possible que ça existe, il faut que ça sache. Puis il y a des gens qui sont mus par des formes d'intérêt, évidemment. Évidemment. Et nous, quitte à ce que ça puisse surprendre, nous ne bouchons pas le nez par principe. Ce qu'il nous importe, c'est d'avoir des informations vraies et d'intérêt général. Évidemment, de ne pas être prisonnier de telle ou telle personne qui vient nous alerter. Donc, pour répondre à votre question, si c'est vérifiable d'intérêt général, alors nous devons le publier. Une fois que c'est sur la place publique, ça appartient à tout le monde. On saisit un lièvre et ensuite on lève un lièvre plutôt, et c'est à la société civile, je mets la société politique dans la société civile, de s'en emparer. Et évidemment. Alors, pour répondre encore plus précisément à votre question, dans un certain nombre de dossiers, s'agissant de faits ici de discrimination, là d'atteinte à la probité, de fraude fiscale, je parle dans le milieu du sport, mais dans d'autres milieux également, il peut nous arriver de publier des informations soutenues par des documents, par exemple, que la justice ne connaît pas. Il est arrivé très fréquemment dans l'histoire de Mediapart que nous soyons destinataires d'une réquisition judiciaire pour savoir si, qui du service enquêteur ou des magistrats, si nous serions disposés à donner le document qui pourrait intéresser leur propre enquête. C'est très souvent que nous sommes destinataires d'une réquisition. Je dois préciser pour l'anecdote que nous avons été une fois destinataires d'une perquisition dans le cadre de l'affaire Benalla, et ça s'était pas très bien passé, et ça s'était même terminé par la condamnation de l'État pour cette atteinte à la liberté d'informer, à considérer le tribunal de Nanterre. Je ferme cette parenthèse. Quand nous avons une réquisition judiciaire, contrairement à d'autres journaux, et je ne dis pas que nous c'est bien, les autres c'est mal, peu importe, hein, c'est juste pour vous expliquer nous quelle est notre philosophie par rapport à ça, celle que nous avons construite depuis 15 ans. Mika et moi, nous sommes à Mediapart depuis les premiers jours, 15 ans. C'est que contrairement à d'autres journaux, nous acceptons de transmettre des documents à une double condition. D'autres journaux disent que pour des raisons qui leur appartiennent d'ailleurs, ils se refusent absolument toute transmission. Voilà. Très bien, moi je suis pas hardi des élégances par rapport à ça. Nous, notre position, c'est de dire que nous n'avons en théorie aucune raison objective d'empêcher la marche d'une administration ou de la justice, si tant est que deux conditions cumulatives soient remplies. La première, c'est que évidemment les informations issues des documents recherchés sont déjà connues de nos lecteurs et nos lectrices. Faute de quoi, nous nous transformerions en auxiliaires de justice. Socialement, déontologiquement, nous ne le pouvons pas. Même si, d'un point de vue citoyen, c'est une hypothèse que l'on peut considérer. Et la deuxième raison, l'une ne va pas sans l'autre, c'est que la transmission ne peut d'aucune manière, ni directement ni indirectement, porter atteinte au secret des sources. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que parfois, il y a des gens, concernant des documents que nous révélons, très peu de gens l'ont eu entre les mains.
il existe, vous le savez sûrement, des documents qui peuvent être piégés. Pas la même ponctuation dans les exemplaires qu'on donne autour d'un conseil d'administration, des traces numériques, tout ça existe. Et donc nous, notre trésor à nous, ce sont nos sources. Et si on perd nos sources, on perd tout. Un journaliste sans source, c'est pas le journaliste. Ou alors c'est des journalistes d'opinion, de commentaires, qui ont un avis sur tout et surtout un avis. C'est pas le genre de beauté journalistique qui est le nôtre. C'est très bien ça, le journaliste de commentaires. Il arrive même à notre journal d'enfer. C'est le pluralisme des opinions, de l'information. Mais bon, notre matériau premier, c'est quand même la production de l'information. Sans source, nous ne pouvons pas remplir cette condition-là. Donc, si l'information contenue dans le document qui intéresse la justice est connu du grand public et ne porte pas atteinte par la transmission du dit document au secret des sources, alors nous transmettons des informations. Je ne sais pas si ça répond à votre question.